19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Les services du ministère palestinien de la Santé récupèrent les corps de plus de 20 martyrs ainsi que des dizaines de blessés à la suite d'intenses bombardements sionistes sur le camp de Jabalia. Forcés de quitter Rafah en raison de l'agression en cours menée par l'armée sioniste sur la région, les Palestiniens trouvent refuge à Deir el-Balah. Nous irons à la rencontre des frères Shehada, déplacés une fois de plus. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, arrive à Manama, capitale du Bahreïn, pour prendre part à la réunion préparatoire de la 33e session ordinaire du sommet arabe prévue ce jeudi. Et quelques semaines après l'annonce de sa démission, le président du Haut Conseil des talibans, Mohamed Takala, critique les résultats d'Abdoulaye Bathily. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Tout d'abord, un point de la situation à Gaza où l'armée sioniste poursuit son agression génocidaire. Les services du ministère palestinien de la Santé ont fait état de la récupération de corps de plus de 20 martyrs ainsi que de dizaines de blessés à la suite d'intenses bombardements sionistes contre le camp de Jabalia au nord de l'enclave palestinienne. Le directeur des ambulances et des services médicaux du nord de Gaza a confirmé ce lundi que les forces d'occupation mènent une guerre génocidaire dans le camp de Jabalia, expliquant que les ambulances n'ont pas pu atteindre les autres victimes de ce bombardement empêché par l'armée sioniste. Et au moins 4 Palestiniens, dont une fille, ont été tués ce lundi dans un bombardement sioniste qui a directement visé la maison de la famille Mosleh, située dans le quartier du Brésil, au sud-est de la ville de Rafah. L'agence de presse palestinienne Wafa, citant des sources médicales, a affirmé que les victimes avaient été transportées vers l'hôpital Koweïti. Un leader du Front de libération de la Palestine a été assassiné lors d'un raid de l'occupation qui a visé le quartier d'As-Sabra au sud de la ville de Gaza la nuit dernière. Il s'agit de Talal Abou Darifa, membre du bureau politique du Front. Dans un communiqué, le mouvement Fatah a rendu hommage à ce martyr qui a rejoint les milliers d'autres martyrs des massacres génocidaires en cours et perpétrés par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien. La résistance palestinienne a de son côté éliminé et blessé des soldats sionistes lors de violents affrontements dans l'axe de Taqaddoum à l'est de Jabalia. Les brigades El-Quds, la branche militaire du mouvement Jihad islamique, ont annoncé sur leur chaîne officielle Telegram qu'elles menaient des violents combats contre les soldats et les véhicules de l'occupation qui ont pénétré l'est de la rue Georges à Jabalia, toujours en bombardant les concentrations des forces sionistes à proximité du passage de Rafah avec une salve d'obus de mortier de gros calibre. Et les housses mortuaires des victimes des bombardements sionistes sur Rafah ont été transportées hors de l'hôpital Koweïti dans des ambulances ce lundi. Les Palestiniens déplacés de Rafah se dirigent vers Deir el-Balah et les frères Shehada ont trouvé refuge justement dans un camp de réfugiés situé près de l'hôpital des Martyrs. Retour sur ce périple avec Améziane Zitouni. Des tentes envahissent la côte méditerranéenne de Deir el-Balah alors que de nouveaux déplacés palestiniens arrivent.
Ils cherchent à s'abriter dans la ville centrale après que l'occupant sioniste a déplacé des chars à Rafah, là où 1,4 million de Palestiniens sont entassés. C'est le 5e jour consécutif de déplacement en provenance de l'extrême sud dans le gouvernorat de Rafah. Ils arrivent tous dans le gouvernorat central de Dir el-Balah. Dir el-Balah est un tout petit endroit dans la bande de Gaza. Il n'y a pas d'endroit où camper. Il n'y a pas assez d'eau, ni assez de nourriture pour toutes les personnes déplacées. Offrant un refuge aux Palestiniens fuyant le génocide dans le territoire assiégé, Dir el-Balah risque désormais de ne plus pouvoir faire face au grand nombre de déplacés. À Dir el-Balah, les gens sont désormais entassés et collés les uns aux autres. C'est surpeuplé, les gens marchent les uns sur les autres. Moi, par exemple, j'étais avec mes enfants et ma femme dans une tente. Maintenant, on est 5 ou 6 familles dans la même tente. Les gens sont les uns sur les autres. Il y a beaucoup de monde. En plus de tuer plus de 35 000 Palestiniens et de causer des niveaux catastrophiques de famine, de blessures et de destruction matérielle massive, ce génocide contre Gaza qui dure depuis 7 mois a torturé également les Palestiniens par le fait de les déplacer à chaque fois d'un endroit à un autre. Notre souffrance est continue. Nous sommes fatigués de nous déplacer d'un endroit à un autre. Et ces endroits ne sont pas proches les uns des autres, d'une ville à l'autre. Nous avons donc besoin de moyens de transport. Nous sommes fatigués. Jusqu'à quand resterons-nous dans cette situation ? Alors que les combats les plus intenses depuis des semaines se déroulent à la fois au nord et au sud de Gaza, des centaines de milliers de Palestiniens ont de nouveau pris la fuite et les organisations humanitaires préviennent que la crise humanitaire déjà grave pourrait empirer. Et avec ces nouveaux déplacements, les rues de Rafah sont complètement vides après que la plupart des Palestiniens aient fui en raison de l'offensive sioniste sur la région. Je n'ai pas le choix comme tout le monde. Si j'étais libre, je ne quitterais pas ma maison ou mon appartement, mais je ne suis pas libre et tout le monde est parti. Alors je fais la même chose. Que dois-je faire? Rester seule? J'ai peur de rester seule. Nous sommes connus depuis longtemps. Nous sommes une famille de martyrs. Nous sommes de bonnes personnes. Je dis à chaque personne qui a quitté le camp à Chaboura de retourner. Rentrez chez vous. C'est mieux que d'être déplacé. Nous avons assez des déplacements. Nous le sommes depuis 1948. Je salue chaque personne immobile dans le camp, chaque personne restant dans le camp et chaque personne cherchant à rester dans le camp. Nous sommes contre les gens qui quittent le camp. Et sachez que l'UNRWA, principale agence d'aide des Nations Unies à Gaza, estime qu'environ 360 000 personnes ont fui la ville de Rafah suite à l'ordre d'évacuation donné par l'armée sioniste la semaine dernière. On reste dans la région. Les récentes agressions sionistes ont contraint les principaux hôpitaux à fermer, ce qui ne fait qu'aggraver la crise humanitaire déjà catastrophique dans la région. De nombreux Palestiniens malades se trouvent aujourd'hui dans l'incapacité de se faire soigner. Selon l'avis de mon médecin, je dois continuer le traitement médical. Mais maintenant, c'est impossible. Et j'ai besoin d'une transfusion. Mais il n'y a pas de médicaments. J'ai aussi besoin d'une intervention chirurgicale, car la partie artificielle de ma clavicule s'est détachée. Je me demande s'il y a un endroit ici qui fournit des services médicaux. Et ce n'est pas seulement pour moi, car il y a trop de blessés ici. Je ne sais pas quand les Israéliens attaqueront ici. Et tout le monde à l'intérieur et autour de l'hôpital est prêt à évacuer. Même si pour les blessés, il n'y a nulle part où aller à part l'hôpital. Mais nous n'acceptons plus les patients.
Les Palestiniens de Cisjordanie occupés ne sont pas épargnés. Les campagnes d'arrestation se sont intensifiées depuis le 7 octobre et le début du génocide à Gaza. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté 15 Palestiniens la nuit dernière, dont 2 enfants et d'anciens prisonniers dans les gouvernorats de Beit Laham, Al-Khalil, Ramallah, Ariha, Al-Quds et Qalqilia, où l'entité sioniste a mené un raid important, en particulier dans la localité de Azoun, accompagné d'enquêtes sur le terrain ayant concerné des dizaines de personnes, ce qui porte donc le nombre d'arrestations à environ 8725. La Chine a appelé ce lundi à mettre un terme à toute opposition à l'admission de la Palestine à l'ONU avant un éventuel vote sur cette question au Conseil de sécurité de l'ONU. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que son pays exhorte les pays concernés à ne pas continuer à s'opposer à la conscience morale et humanitaire de la communauté internationale. Voilà donc concernant le génocide perpétré par l'entité sioniste à Gaza, l'entité sioniste qui n'épargne pas le sud du Liban non plus. Les raids aériens ont repris de plus belle sur cette région la nuit dernière. L'armée sioniste justifie ses agressions par la présence de membres du Hezbollah dans le sud libanais. Dans l'actualité également, chargé par le président Abdelmadjid Tebboune, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf est arrivé ce lundi à Manama, capitale du Bahreïn, pour participer à la réunion préparatoire de la 33e session ordinaire du sommet arabe prévu le 16 mai au Royaume. La réunion portera sur l'élaboration de projets de résolution relatifs aux sujets qui seront inscrits à l'ordre du jour du sommet, en tête desquels la cause palestinienne ainsi que d'autres sujets liés à la sécurité nationale arabe et à l'action arabe commune dans ses dimensions politiques, diplomatiques, économiques, sociales et culturelles. Plusieurs villes marocaines ont vibré ce dimanche au rythme de manifestations dénonçant et rejetant la normalisation du régime du Marzen avec l'entité sioniste et pour soutenir la juste cause palestinienne. À l'initiative du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et des pancartes. Ils ont également scandé des slogans dénonçant les crimes de l'occupation et la complicité révélée des autorités officielles marocaines dans leur traitement de la question palestinienne. Les manifestants ont par la même occasion exigé la libération des détenus politiques injustement emprisonnés par le Marzen. Le Maroc qui confirme son triste statut de l'un des plus grands refuges de narcotrafiquants au monde, un Eldorado pour les chefs de gangs et les réseaux criminels de trafic de stupéfiants les plus recherchés en Europe, ce qui rend leur arrestation compliquée, voire même impossible. On s'y intéresse dans ce sujet. Commentaire Hamid Macheri, récit Mohamed Amina Berkan. Le Maroc est une des destinations mondiales les plus importantes et les plus lucratives pour la drogue, et ce statut ne fait que s'intensifier. Au fil du temps, le royaume s'est transformé également en un refuge pour les chefs de gangs et réseaux criminels de trafic de stupéfiants les plus recherchés en Europe. Et ces gangs impitoyables et très puissants qui sévissent dans les pays européens ont un partenaire et un protecteur en la personne du régime du Marzen. Les enquêtes sur l'affaire de la mort de 2 gardes civils espagnols après que leur patrouille ait été percutée par un bateau de narcotrafiquants le 9 février dernier dans le port de Barbade près de la ville espagnole de Cadix se concentrent sur le Maroc. Les agents de la garde civile soupçonnent que les auteurs de l'assassinat des 2 gardes civils ont fui vers leur pays d'origine, le Maroc. C'est ce qu'a révélé cette semaine des sources policières bien informées au site d'information espagnol Voz Populi. Les enquêteurs espagnols affirment que l'absence de toute collaboration
l'implication des autorités judiciaires et sécuritaires marocaines et la légalisation de la culture de cannabis dans le royaume sont les raisons pour lesquelles le Maroc est devenu un endroit sûr pour les plus grands narcotrafiquants traqués par la justice espagnole. Malgré l'accumulation des demandes d'extradition des chefs de narcotrafic, aucune des personnes recherchées n'a été arrêtée ou inculpée au Maroc. Plus grave, les barons marocains de trafic de drogue ne sont même pas contraints de se cacher dans des villages lointains, mais vivent dans des villas de luxe entourés d'un entourage qui les aide à gérer leur business en toute impunité. Les enquêteurs espagnols craignent que la fuite des narcotrafiquants vers le Maroc rendra leur arrestation très compliquée, voire impossible. Ce constat démontre le rôle croissant du Maroc en tant que plaque tournante stratégique des expéditions de drogue vers les côtes espagnoles. En plus des gros profits procurés aux grands barons, des centaines de milliers de personnes vivent de l'ensemble du réseau, des agriculteurs à ceux qui fournissent les bateaux. Même les pêcheurs mettent désormais leurs bateaux à disposition pour expédier la marchandise. Selon les médias espagnols, les autorités marocaines ne peuvent plus se cacher derrière l'argument de manque de moyens comme dans le passé, car Madrid a fourni suffisamment de fonds et équipements à Rabat pour gérer ses frontières maritimes avec l'Europe. Direction la Libye à présent, quelques semaines après l'annonce de sa démission, le Haut Conseil d'État libyen a critiqué les résultats de la mission de l'envoyé spécial des Nations Unies pour le pays. Lors d'une interview diffusée dimanche soir sur la chaîne arabe de la BBC, le président du Haut Conseil d'État libyen, Mohamed Takala, a estimé qu'Abdoulaye Bathily n'avait apporté aucune solution pour gérer la crise en cours depuis plusieurs années. Il semble que M. Abdoulaye Bathily n'a pas pu résister aux ingérences étrangères. Alors il a démissionné. Il ne pouvait rien offrir. Il n'a pas réussi à gérer la scène politique en Libye ou à gérer le dialogue en Libye pour parvenir à un résultat. Tout le monde a le droit de donner sa version. Il cite des raisons, mais en fait, il se peut qu'il n'ait pas mentionné les véritables raisons. La nomination de Mme Stéphanie Khouri est récente en Libye. Nous avions eu une seule entrevue avec elle, une entrevue qui était une sorte de présentation. Elle est encore nouvelle dans le dossier de la crise libyenne. Son succès se résumerait uniquement à la méthode avec laquelle elle gérerait le dialogue, pas plus, à savoir comment rassembler les parties, comment gérer le dialogue et un certain pourcentage d'obtenir des résultats. Dans ce même entretien, Mohamed Takala a confirmé que le Conseil n'avait pas accepté le 13e amendement constitutionnel, qualifiant la méthode de son approbation de très suspecte. Il a également rejeté l'accusation selon laquelle le Conseil aurait changé sa position concernant cet amendement. Regardez. Tout d'abord, sa nomination n'a pas été approuvée par le Haut Conseil de l'État, mais le processus s'est déroulé d'une manière suspecte et pas authentique. Et la preuve que la session du Haut Conseil de l'État ce jour-là n'était pas au complet et n'a pas atteint le quorum. C'est pour cette raison, dès mon élection à la présidence du Haut Conseil de l'État, j'ai rectifié les erreurs précédentes. Maintenant, on recommence à travers des démarches fermes et de vrais résultats, sans fraude ni falsification pour les membres du Haut Conseil de l'État. Et nos décisions sont toujours prises à l'intérieur de la salle. Le président du Haut Conseil d'État libyen a également rejeté ce qui a été soulevé concernant la circulation d'une proposition égyptienne visant à fusionner les deux gouvernements d'union nationale libyens mandatés par la Chambre des représentants comme moyen de sortir de l'impasse politique actuelle, soulignant la nécessité d'un accord entre la Chambre des représentants et le Conseil suprême de l'État pour déterminer les futures démarches du pays. Le réel choix du modèle est du ressort de la Chambre des représentants et du Haut Conseil de l'État. Nous ne sommes pas obligés d'adopter un modèle proposé par un autre pays. Le consensus entre le Haut Conseil de l'État et la Chambre des représentants est celui qui détermine les futures démarches dans l'avenir pour l'État libyen. Au Togo, la Cour constitutionnelle a confirmé ce lundi les résultats provisoires des élections législatives du 29 avril qui donnent une écrasante majorité au parti présidentiel l'Union pour la République. 108 sièges de députés reviennent à l'UNIR et 5 sièges ont donc été remportés par différents partis d'opposition. Les résultats provisoires du scrutin avaient été rendus publics le 4 mai après l'approbation en avril d'une nouvelle constitution.
Dans un tout autre registre, après les frappes ukrainiennes sur Belgorod, 15 corps ont été retirés des décombres après l'effondrement partiel d'un immeuble d'habitation donc en Russie. Les autorités russes ont imputé la destruction du bâtiment au bombardement ukrainien. 3 autres personnes ont été tuées dimanche soir dans la ville lors de nouveaux bombardements. Toujours dans le même dossier, les combats continuent ce lundi dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, où plus de 30 localités sont sous le feu russe et près de 6000 habitants ont été évacués selon le gouverneur régional. En Espagne, cette fois-ci, les socialistes remportent l'élection en Catalogne, jusqu'ici tenue par les indépendantistes. Dimanche, le candidat socialiste Salvador Illa est sorti vainqueur du scrutin, mais sa majorité est relative et des alliances lui seront nécessaires. Il s'agit tout de même d'un jour historique pour le parti, a-t-il déclaré. Le Parti socialiste de Catalogne, après 45 ans d'histoire, a remporté pour la première fois les élections du Parlement catalan en voix et en siège. De nombreux facteurs ont sans doute joué un rôle et nous aurons le temps dans les prochains jours d'analyser chacun d'entre eux. L'un de ces facteurs, l'un des principaux à notre avis et l'un des plus pertinents, a sans aucun doute été la politique menée par le gouvernement espagnol à l'égard de la Catalogne et en particulier par son président Pedro Sánchez. Le chef de file des indépendantistes catalans a quant à lui déploré la désunion du camp indépendantiste. Nous sommes capables de construire un gouvernement solide d'obédience catalane et nous consacrerons les prochaines heures et les prochains jours à cet objectif dans le but d'avoir un gouvernement cohérent avec une forte place au Parlement et d'éviter une répétition des élections, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour le citoyen de Catalogne. En France, le géant Microsoft va investir 4 milliards d'euros dans le développement de data centers pour renforcer son infrastructure dans l'intelligence artificielle et le cloud. L'annonce a été faite juste avant l'ouverture ce lundi du sommet Choose France, un nouveau centre de données. Microsoft doit donc être implanté dans l'est de la France, près de Mulhouse, tandis que les sites existants en région parisienne et près de Marseille seront étendus. Ces bâtiments spécialisés renferment des serveurs d'information indispensables au bon fonctionnement des technologies donc, du cloud et de l'intelligence artificielle très gourmandes en énergie. Microsoft's largest investment in France in our 41-year history. It is truly an Nous choisissons la France. Merci, monsieur. Pékin dénonce un rapport l'accusant de s'en prendre à des étudiants chinois à l'étranger. Il s'agit d'un rapport publié par Amnesty International qui affirme donc que Pékin s'en prend à des étudiants chinois à l'étranger en raison de leur militantisme politique, la diplomatie chinoise le qualifiant de diffamation purement malveillante. Les remarques que vous avez mentionnées relèvent de la diffamation purement malveillante. Je pense que n'importe quel média objectif constaterait que la grande majorité des citoyens chinois vivant à l'étranger sont fiers du développement et de la force de la mère patrie. Et on termine avec ce drame en Afghanistan après les pluies torrentielles qui ont déferlé des rivières d'eau et de boue sur le village et terres agricoles du nord du pays. L'heure est au bilan. Plus de 300 personnes ont été tuées dans donc des inondations soudaines qui ont ravagé plusieurs provinces afghanes, annoncent les Nations Unies, alors que les autorités ont déclaré l'état d'urgence. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur A24.